Bonsoir tout le monde. Euh, Stéphane Blais va nous rejoindre. J'attends qu'il y ait un tout petit peu de monde qui se connecte. Voilà, genre 2 petites minutes. Donc Stéphane Blais va nous rejoindre là, juste 2 petites minutes, le temps qu'il y ait un peu de monde. Il arrive, on est tout de suite à vous. On va discuter franc-maçonnerie, puisque Stéphane Blais est un ex-franc-maçon. Ah bah tiens, il est avec nous. Bonsoir Stéphane, Bonsoir, merci de ta venue en tout cas, c'est vraiment très sympa. je t'en Euh, prie. donc, Merci de ton invitation. en tout cas, c'est avec le plus grand des plaisirs. Donc, ce soir, je dirais que tu vas pouvoir nous éclairer un peu plus, puisque si on devait, je dirais, discuter un peu de ton parcours, t'es pas n'importe qui, hein, t'es tout d'abord un pianiste émérite. Tu as composé plus de 300 morceaux, si je dis pas de bêtises. Tu as Oui, oui, c'est sorti ça. 4 à 5 albums, je dis pas de bêtises, c'est ça? Si là, tu dis Plus. une bêtise, j'en ai sorti Ah, 48. oula, excuse-moi. Je te prie de m'excuser. Donc 48 albums. Et puis bon, tu es quelqu'un qui est connu, je dirais, quand même, on va dire, dans le milieu de la musique, dans le milieu donc, du piano, si on peut dire comme ça, mondialement, quoi. Voilà. Je veux dire, tu as joué pour t'as joué pour des chefs d'État, tu as été, comment dire, chevalier des arts et des lettres en 2005. Je Ouais. veux dire, voilà, on a affaire à quelqu'un qui était quand même, je dirais, qui a réussi, en tout cas, sa vie d'artiste, qui est monté, je dirais, aux plus hautes échelons de ce que peut connaître, je dirais, un pianiste et un artiste tel que toi. Tu as également écrit des ouvrages. Et donc moi, connaissant également des pianistes, je sais, enfin de très bons pianistes, je sais que c'est pas non plus évident pour eux. Mais en tout cas, voilà. Et aujourd'hui, tu es dans un système où on est dans un système où tu as dénoncé des choses qui te déplaisent fortement. Donc, tu as été condamné pour ça. Euh, Mhm. Par rapport à ces condamnations, puisque bon, tu es un résistant français aujourd'hui, hein, moi, pour moi, tu es un résistant. Tu as été obligé de t'expatrier, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Enfin, j'adore la Turquie depuis toujours, donc j'y allais très souvent, mais effectivement, les persécutions absolument incessantes de certaines organisations communautaires sionistes, les menaces même sur mes proches, sur ma maison de disques, sur les organisateurs de concerts, les procès, le reste. Bah, effectivement, je pense que je lutte aussi efficacement de l'extérieur et puis au moins je peux exercer mon métier normalement. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, tu vis dans un pays musulman, parce que la Turquie, c'est un pays musulman, et en fait, tu es en train de nous dire que tu es beaucoup plus libre Ouais. en Turquie qu'en France, quoi. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas difficile. De toute façon, je crois que même en Israël, on doit être plus libre qu'en France maintenant. Donc c'est dire. Mais bon, trêve de plaisanterie, oui, oui, bien sûr. La Turquie est une grande démocratie malgré tout ce qu'on peut en dire. Et en tout cas, on peut ici exprimer des opinions antisionistes sans se retrouver persécuté, menacé de mort Ouais, parce que et complètement, j'allais dire, enfin, tout est fait, évidemment, c'est le but. C'est bien le problème du statut de l'artiste, c'est que tant que l'artiste est un esclave ou se couche devant certaines choses, va jouer en Israël, ferme sa gueule sur tout ce qui se passe, bon, ça va. À partir du moment où il n'accepte pas de jouer le jeu,
ah bah, ça commence tout de suite, donc c'est bien ça le problème. Mais moi, je pense que le but de l'artiste, c'est pas seulement de transmettre son art, c'est de savoir avec qui il le transmet. Il y a aussi un rôle politique, mais pas politique au sens gauche-droite, on s'en fout, mais il y a quand même dans l'art quelque chose d'un peu plus élevé que simplement faire des contrats ou autre. Je pense que voilà, et donc c'est un peu ce que j'essaye de faire. Moi, je suis très heureux ici. Alors, évidemment, très triste de ce qui se passe dans mon pays. Hein. J'y ai lutté quand même pendant assez longtemps. Je n'ai pas fui la France, j'ai rien à fuir du tout. Simplement pour ne pas, parce que je n'aurais plus pu rien faire du tout. Si de condamnation sur condamnation, interdiction sur interdiction, j'aurais été rendu totalement invisible, étranglé, financièrement menacé, etc. Ça n'aurait servi ni la résistance, ni moi, ni personne. Ouais, Donc, et puis je tiens quand même à continuer à continuer mon art. Donc, effectivement, je peux l'exercer dans des pays où on peut encore s'exprimer librement et pas dans une colonie israélienne comme la France. oui, parce qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte que la France, elle est quand même... il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc, parce qu'aujourd'hui, on est complètement, je dirais, puni par la loi, malheureusement. Hein, on ne peut pas creuser, on n'a pas le droit, aujourd'hui, c'est interdit. Voilà. On est arrivé, et puis moi, aujourd'hui, ce que je constate par rapport... après, on va venir un peu sur ton parcours, parce que c'est important que tu nous expliques comment ça se passe, je dirais, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. Mais moi, aujourd'hui, ce que je constate, et d'ailleurs, il me semble que tu l'as dit, peut-être que je répète aussi, c'est que les Français, enfin, en tout cas les Gilets jaunes en particulier, c'est comme aujourd'hui des Palestiniens, quoi. Il y a un peu, je dirais un peu, il y a une congruence avec ce qui se passe en France et ce qui se passe, je dirais, en Palestine aujourd'hui. Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en fais, en tout cas, C'est de très l'extérieur. exactement ça. C'est ce que j'ai dit déjà il y a plus de 6 mois dans une vidéo et ça se voit de plus en plus. Et maintenant, les Français sont prêts pour le comprendre. Ça leur paraissait peut-être un peu énorme il y a encore 2 ou 3 ans et maintenant, ils se rendent bien compte. On est en train de commencer à vivre ce qu'ont vécu les Palestiniens et ça va empirer. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mouvement des Gilets jaunes n'a attiré que la haine et le mépris de certains membres de la communauté juive sioniste. Hein. Je ne parle pas, soyons clairs, pour tous nos compatriotes juifs qui ne sont pas tous responsables de ça, loin de là, mais les juifs sionistes ont dit quoi? Bon, BHL a dit que c'était des poubelles, vous avez Berléand qui a dit aussi que c'était des c'est pas des moins que rien. Vous avez eu Luc Ferry, qui n'est pas catholique non plus, qui a dit qu'il fallait leur tirer dessus. Ça, normalement, c'est passible alors là de poursuites judiciaires graves, hein, parce que là, c'est incitation au meurtre. Vous avez l'autre, là, comment il s'appelle, l'autre fou, là, je ne trouve plus son nom. Ça va me revenir. Je l'avais noté pour... Ah oui, Kassovitz aussi, celui-là était pas mal. Oui, Il avait dit, mais qui nous foutent la paix, ils n'ont qu'à partir en vacances. Oui, oui, voilà, très bien. c'est vrai Bon. que les Je Gilets sais jaunes, ils pas peuvent. si c'est toujours de cette communauté et des pro-sionistes que ce genre de choses vient. On n'a pas entendu un catholique ou un musulman dire qu'ils aillent se faire foutre, ces enfoirés qui partent en vacances, qui crèvent, qu'on leur tire dessus. Non, non. À chaque fois, ça a été les mêmes. Et il y a une congruence là-dedans qui est tout à fait compréhensible, puisque la France est un pays occupé par le sionisme qui est un cancer. Quand on connaît la franc-maçonnerie des hauts grades, on sait que ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est Paris. Donc tout est lié. Voilà, donc effectivement, on est dans un état d'occupation qui ne va faire que s'aggraver et ça se radicalisera de plus en plus. Il n'y a que le peuple uni qui pourrait en finir ou qui pourra en finir avec ça. Sinon, c'est évidemment, c'est pas dans les urnes que ça va se passer, parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, si on veut, il n'y a pas un seul candidat antisioniste. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Sinon, on ne les ferait pas passer. Donc, de toute façon, tout ça est une vaste blague. Et il n'y a que le peuple qui peut se réveiller et foutre les Rothschild, Attali et toute cette merdasse dehors une fois pour toutes et qu'on puisse reconstruire quelque chose là-dessus. Et le problème, c'est pas simplement Macron, est un enfoiré, d'accord, mais qui est juste un petit agent. Et si Oui, Macron tombe, ils en trouveront un autre. C'est le système qu'il faut absolument faire péter une fois pour toutes. Voilà. ouais, parce que en fait, moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Enfin, en tout cas, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que virer Macron, c'est régler le problème. Mais virer Macron, c'est pas forcément, c'est pas régler le problème, puisque comme tu l'as précisé tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment infiltrés de toutes parts, et ce qui fait que le résultat, en tout cas leur destination, arrive à la même voie, je dirais au même résultat, que ce soit la gauche, l'extrême gauche, la droite ou l'extrême droite, et en passant Absolument. bien évidemment par le centre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même très délicat parce que
les gens, ils ont quand même pas mal enfin, c'est une position qui est compliquée parce que qu'est-ce qu'on fait? On vote pas, on vote pour un parti pour virer Macron. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, il y a des gens qui militent pour ne pas voter, d'autres qui disent oui, mais le fait de ne pas voter, ça va donner des voix à Macron. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a après, c'est vrai que si on part sur je dirais l'idée de base, le principe de base, si déjà on arrive à virer, on va dire, indéfusible, ce sera pour, je dirais, le remplacer par un autre au final. Et le fusible remplacé aura toujours, je dirais, la même feuille de route, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, nous amener vraiment, comme tu l'as dit encore hier ou avant-hier, enfin, je ne sais plus quand, le Ordo Chaos, quoi, qui est je dirais Voilà. on est d'accord, quoi. Justement, la chose que je vois venir et que je veux surtout pas voir arriver, ce serait une victoire de Marion Maréchal ou de Marine Le Pen. Enfin, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de nous préparer ce qu'on appelle le national-sionisme. C'est-à-dire ils sont en train de créer un chaos, d'essayer d'organiser une guerre de religion qui n'a absolument pas lieu d'être. Les chrétiens et les musulmans vivent ensemble sans problème en France. S'il y a des racailles, bah, on les met en prison et puis c'est tout. Mais ils essayent de créer la haine entre les chrétiens et musulmans. À chaque fois qu'il y a un attentat, on dit c'est les musulmans alors qu'on sait que c'est le Mossad. Enfin bref, tout ça, c'est devenu une Surtout qu'il y a des choses vérifiées plaisanterie. aujourd'hui. Mais voilà, oui, il y a suffisamment de choses qu'on peut prouver sur un certain nombre d'événements qui se sont passés. En tout cas, ce qui peut faire très peur serait de voir arriver justement avec des attentats qui seraient on va dire, plus ou moins organisé par certains services, de voir un état d'urgence arriver et de voir une Marine Le Pen qui malheureusement s'est totalement vendue au sionisme plus radical et qui, elle ou sa nièce, nous créerait en France un espèce de Likoud français. Ouais. C'est-à-dire le Mossad quoi, en France. Enfin, le Mossad est déjà en France, il est dans tous les services de la police malheureusement et c'est bien le problème. Donc on est un pays totalement occupé. Mais je veux dire, la dernière marche pour eux, et c'est pour ça qu'on a des gens comme William Goldnadel, là, ou voilà Zemmour, enfin tout cet axe-là avec Marion Maréchal, qui essaye de nous amener vers ça, c'est-à-dire nous faire croire que tous les problèmes qu'on a, ça vient des musulmans, etc. Et évidemment des ultrasionistes qui vont créer la division, la confusion, c'est d'ailleurs aussi un mot-clé de la haute maçonnerie, pour que les gens n'y comprennent plus rien. Alors vous mettez Routel Krief et toute la bande de BFM derrière, des médias de M. Patrick Drahi, ils espèrent bien que le peuple va se diviser, se foutre sur la gueule, et ensuite, eux vont arriver avec leur national-sionisme. Mais alors là, on ne pourra même plus manifester ni faire rien du tout. Ça ne sera même pas ce qui se passe avec les Gilets jaunes, ça sera l'interdiction totale de toute manifestation, ça sera la dictature la plus totale. Donc c'est pour ça, évidemment, que je déteste Macron et la manière dont la police, enfin dont les ordres sont donnés, c'est absolument une honte, c'est terrifiant. Mais c'est pas Macron. Regardez, écoutez le président du CRIF, cette espèce d'enfoiré là, qui montre lui-même que Macron n'est qu'une marionnette. Bon, qui avait exigé il faut arrêter immédiatement ces gilets jaunes, ça suffit. Le Bénébérite, la secte juive suprémaciste et haut degré de la franc-maçonnerie, qui avait fait un communiqué aussi pour exiger de Macron, il y a déjà plusieurs mois, qu'il fasse arrêter tout ça immédiatement, comme si vraiment il fallait écraser ces gens, ça dit quand même beaucoup. Donc en fait, bien sûr, je ne peux pas blairer Macron, mais j'essaie de voir plus loin et je vois ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, je pense que le système a déjà lâché Macron. Et ce qui nous prépare derrière, à mon sens, c'est soit une Marine Le Pen, mais je pense qu'elle est tellement gourde qu'elle n'y arrivera pas, soit Marion Maréchal, qui est beaucoup plus dangereuse qu'on ne croit, dont le père était d'ailleurs un agent du Mossad, et voilà, qui est entourée de gens comme Éric Zemmour, de gens comme Goldnadel, c'est le président de Europe Israël, qui passe son temps à écrire des articles pour me cracher à la gueule. Donc évidemment, tous les gens qui ont compris leur plan, ça les embête. Donc moi, ce que j'essaye de faire simplement, c'est d'éveiller les gens pour qu'ils ne se laissent pas avoir. Est-ce que tu es de gauche? Est-ce que tu es de droite? Est-ce que tu es France Insoumise? Est-ce que tu es Rassemblement National? Est-ce que tu es... On s'en fout complètement, ça n'a aucune importance, parce que ce qu'on nous prépare est beaucoup plus grave que ça. Ouais, donc ils ont aujourd'hui, de toute façon, ça a été, je dirais, très bien organisé, quoi qu'il en soit.
Et il y a Jacob Cohen qui cite aussi les Sayanim. Je ne sais pas Ouais, si tu es d'accord avec lui. évidemment. Ouais. Bah, Donc les évidemment, de Sayanim, toute façon, les Sayanim, on n'a que ça absolument partout. Les meilleurs Habib, les BHL, les Attali, les Hotel Krief sont tous des Sayanim. Il n'y a pas autre chose. Vous allez à Radio France, c'est 99%. Alors, on nous parle de parité, un homme, une femme, etc. Mais quand 1% de la population est représenté par 99%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut bien en parler. Maintenant, on a le droit en plus, voilà, avec leur histoire de parité. Donc, on est dans le délire total. On est dans un pays occupé, dont les médias mentent en permanence, qui font des fake news du matin au soir et qui traitent de complotistes les gens qui essaient d'éveiller les autres. Mais je pense qu'ils ont été tellement trop loin que ça se voit maintenant. Et leur grosse erreur, ça a été effectivement la manière dont les médias, en tout cas les premiers mois, ont couvert les mouvements des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes qui allaient manifester pacifiquement dans la rue et qui rentraient le soir chez eux et qui voyaient sur BFM qu'ils étaient censés être une bande de moins que rien, de casseurs, de violents, de nazis, etc. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce cirque? Et là, ils se sont dit, mais en fait, s'ils mentent comme ça sur nous, mais c'est qu'ils mentent aussi sur le reste. Bah oui, évidemment. Donc je crois que ça a eu le mérite d'éveiller sur la profondeur de la désinformation et du mensonge des médias mainstream, quoi. C'est ça. D'ailleurs, on va dire BFM, le siège est en Israël, c'est I24. Voilà, bien sûr. I24 qui avait fait un article pour me traiter, moi et Dieudonné, de nazi, etc. Parce qu'il y avait eu, alors que moi je viens en Turquie et qu'il y avait eu quelques tombes d'un cimetière juif profané ou je ne sais pas quoi. Et en fait, on a su après que ça avait été fait exprès. Enfin, des choses comme ça. Ils n'arrêtent pas, de toute façon. Voilà. J'ai eu encore mieux il y a quelques jours, j'ai comment il s'appelle, Rudi Reinstad, là, je crois, le type de Conspiracy Watch, Oui, oui, tout à fait. a fait Ouais. tout un article sur moi pour essayer de faire croire que la vidéo que j'avais faite sur Notre-Dame de Paris était un délire conspirationniste, alors qu'il met dans ma bouche des propos, et pourtant je donne toutes mes sources, qui sont les propos de rabbins israéliens, franco-israéliens, et ce que je dis sur la signification du 777 dans cette vidéo, je cite mot pour mot la revue Regard 777 du Centre laïque juif. Et ces enfoirés de Conspiracy Watch mettent ces paroles-là dans ma bouche et disent que donc, bah voilà, je mets tout ça sur leur dos, alors que tout ce qui est dans la vidéo sont des citations de ce qui a été dit par ces rabbins suite à l'incendie de Notre-Dame et par ce magazine juif du Centre laïque juif. Donc je veux dire, on est à un degré, il n'y a plus de limite, quoi. Je veux dire, c'est complètement délirant, mais je pense que les gens commencent à le voir et essaient de s'informer autrement, mais il faut vraiment être très méfiant parce qu'ils vont essayer de diviser, de cliver de plus en plus. Et c'est toujours ce qui se passe. Hein, quand ils sentent que le peuple commence, comme ça a été le cas dans le mouvement des Gilets jaunes, à laisser tomber les clivages. Et on a vu dans les Gilets jaunes des jeunes, des personnes âgées, des gens qui travaillent, des retraités, des catholiques, des musulmans, des hommes, des femmes, des gens de gauche, des gens de droite. Et ça leur fait peur parce qu'ils voient que ce n'est pas un truc politisé, c'est politisé, mais je veux dire, tout le peuple est là. C'est vraiment le peuple qui parle. Et là, ça leur fait peur. Alors, dans ces cas-là, ils essayent toujours de faire diversion et de trouver des possibilités de diviser pour que le peuple s'attaque au peuple. Mais je crois qu'ils auront du mal cette fois. Bah, disons qu'ils ont ils ont quand même quelques acteurs de crise qu'on a pu, qui ont été démasqués, qui Ouais. d'ailleurs font en sorte de décrédibiliser des gens comme toi qui travaillent, qui ont été dans la franc-maçonnerie, qui connaissent parfaitement le système et qui disent ah ben non, c'est pas ça, vous faites fausse route, alors que on sait tous, nous, depuis des années, depuis la Révolution française et un peu avant, que tout ce qui se passe aujourd'hui en France ne date pas d'aujourd'hui. Ça date il y a au moins 250 ans pour ma part. Voilà. Et par contre, on a des gens, des gens, des acteurs, pour moi c'est des acteurs de crise, qui ont été, pour moi, infiltrés aujourd'hui dans le mouvement pour, comme tu viens de le dire, je dirais diviser et surtout donner une autre direction au mouvement de façon, je dirais encore une fois, à étouffer on va dire j'aime pas trop le terme révolution, mais on va dire cette révolution actuelle pour l'éteindre tout simplement. Et puis derrière, certainement pour en tirer les marrons du feu, pour en tirer les marrons Évidemment. du feu. Je pense notamment donc à un écrivain
le livre est en publicité à la RATP, hein, tu vois de qui je veux parler. Branco, oui. Voilà. Enfin, moi, je veux dire, pour moi, les vrais dissidents, les vrais résistants, quand ils sortent un bouquin, il est loin d'être à la RATP, dans les gens, dans tout ce qui peut être, je dirais, public, quoi. Hein. C'est C'est des le moins livres qui qu'on puisse sont dire, et vendus. surtout quand on fait ce qu'il faut faire pour pouvoir être affiché là-dedans, etc. Et moi, ce qui avait fait que j'avais fait une vidéo sur ce gars-là, moi, je n'avais rien contre lui à l'origine, mais quand j'ai entendu, enfin, on m'a dit, parce que moi, on m'a envoyé une vidéo et je vois le gars qui passe à la télé et qui dit que tous ceux qui s'en prennent au Rothschild, à la banque Rothschild ou à la franc-maçonnerie, c'est des fous, c'est n'importe quoi, c'est complètement délirant. Alors là, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris de qui il s'agissait. Si tu veux. Bon, de dire voilà. Donc effectivement, bon, je crois que c'est quand même évident pour plein de gens, pas pour tout le monde, mais de toute façon, il y aura de plus en plus de gens qui vont s'infiltrer là-dedans pour récupérer. On a vu ça avec des listes électorales, on a vu ça avec d'autres, mais Branco est un exemple vraiment extraordinaire de ça. Enfin, je veux dire, quand on voit le parcours du gars et en plus ce qui sort à la télévision, et puis maintenant une promotion incroyable pour son livre, et en fait, il va se plaindre en disant il est harcelé. Non, mais c'est stupéfiant. Enfin, c'est vraiment de la récupération. C'est un petit peu, toute proportion gardée, c'est un petit peu ce qu'avaient fait les médias il y a une dizaine d'années en sortant Zemmour dont on n'est pas couché, en le médiatisant à fond pour éviter que les gens écoutent Soral, en se disant Ouais. on va trouver un type qui lui ressemble un peu, mais qui soit juif et qui lui parle contre les musulmans, mais sinon qu'il y a pas mal de points communs avec. Voilà, pour faire diversion. Il faut toujours, regardez, de toute façon, c'est pas compliqué. Ardisson, que j'ai connu, moi, avec Yves Mourouzi, il y a 25 ans, etc., qui se vantait d'avoir toutes les collections des révisionnistes qui étaient vraiment, enfin, son idole, c'était Mussolini, enfin, c'était même un peu exagéré, donc qui maintenant pleure devant Enrico Macias ou Michel Drucker. Je veux dire, bon, Yann Moix qui a préfacé un livre de Paul-Éric Blanc-Rue sur les propos sur les juifs, etc. Et comme par hasard, Bernard-Henri Lévy et ce genre de personnes cherchent toujours ce genre de profil, c'est-à-dire qui était à l'extrême opposé pour les retourner. Voilà. Mais au bout d'un moment, ça se voit. Et je crois que bon, la plupart des gens maintenant méprisent ce que fait Ardisson et ils n'aiment pas beaucoup Moix non plus. Voilà, ça fait partie de ces gens qui se laissent acheter. C'est facile de se laisser acheter, évidemment. Et puis voilà, mais ça se voit et ça finit mal. Enfin, ils auront fait un peu de fric en attendant, mais ils seront déshonorés. Et je crois qu'il y a plus grand monde qui les respecte. Donc chacun ses choix, quoi. Bah, disons en plus, il y a, comment il s'appelle? Il y a Ardisson, je l'ai entendu s'attaquer à Macron parce qu'il sent que vu que c'est un mâle blanc de plus de 50 ans, il risque de sauter. Donc, je sais pas, il essaie de trouver des stratagèmes, peut-être histoire de leur mettre un peu de pression, en leur disant si jamais vous parlez un peu, si vous me faites sauter, attention, j'ai quand même de la notoriété, je peux Oui, parler moi aussi de mon côté. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais il peut mais y avoir. évidemment, mais bon, mais ça, il a fait ce jeu-là, il fait ce jeu-là depuis des années, mais ça, surtout en ce moment, taper sur Macron, il n'y a pas besoin d'être très courageux, c'est pas ça Non. le problème. Le jour où on l'entendra taper sur le CRIF ou sur la LICRA, voilà, ça, c'est pas demain la veille, puisque il a ce monsieur Golnadel qui fait partie de son émission toutes les semaines, n'est-ce pas, qui est celui qui a mis en place, qui a pensé et organisé le mouvement national sioniste, si vous voulez. Donc, effectivement, Ardisson peut se permettre de cracher la figure de Macron ou de qui veut, puisqu'il est dans le cercle voilà, du CRIF et de l'extrême droite israélienne incarnée par Gilles William Golnadel. Donc, tout va bien pour lui, quoi. Enfin, tout va bien, c'est une pute, il faut dire les choses comme elles sont, mais De toute voilà. façon, ouais. Je veux dire, on est dans un système aujourd'hui où dès que tu l'ouvres un peu, tout de suite, on va dire, t'es classifié de complotiste, d'antisémite, d'homophobe. Enfin, je veux dire, on a Oui, tout, on peut avoir tous les défauts de la Terre. Et donc les gens cannibale. ont peur de ça et ils ont peur je dirais, de vraiment s'exprimer au final. Ils ont peur de s'exprimer. Ils ont même peur au final de penser. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans les Gilets jaunes, c'est que il y a eu beaucoup d'infiltrés qui essaient justement de donner une autre direction que, je dirais, dénoncer la vérité, la vraie vérité, et puis bien évidemment dénoncer les Sayanim, dénoncer tous ces gens-là, quoi, qui finalement sont comment dire, en relation avec les grands banquiers, qui sont en relation avec tout ce qui se passe actuellement.
Moi, par exemple, moi, quand je dis moi, mais tout le monde, on paye tous des impôts. Aujourd'hui, nos impôts, ils servent à payer des guerres, quoi, à tuer des gosses en Syrie, à créer des Voilà. conflits en Libye, tout ça pour, je dirais, une petite élite qui est là pour s'enrichir. Et nous, on Ouais. participe à tout ça. C'est-à-dire qu'on a tous finalement du sang sur les mains, parce que Voilà. si on dit rien, on consent, et si on parle trop, on peut finir en prison comme Soral en ce moment où il est menacé, et d'autres qui ont été obligés de quitter la France comme Boris Lelay, et j'en passe, quoi. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un état, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un état d'occupation, que ce soit financier, que ce soit par la pensée, je veux dire, et que ce soit aussi par la répression, quoi. Parce que ce qu'on voit dans les manifestations, parce que les manifestations, moi et mon groupe, on y va régulièrement. Moi, ce que je vois, c'est les techniques du Mossad qui sont enseignées à nos policiers Absolument. français. Je sais pas Absolument. Moi, si... j'ai des amis, bon, je ne vais évidemment pas donner leur nom, mais j'ai des amis dans la police française au gradé qui n'en peuvent plus, qui me disent, ça fait déjà plusieurs années, c'est le Mossad qui dirige tout. En fait, le ministre de l'Intérieur, c'est Meir Habib. Ils sont absolument partout. Un des gars dont je parle, il a 40 ans de métier, il a un poste élevé. On lui dit, allez, dégage, casse-toi. Il ne peut même pas rentrer dans les réunions. On est en état d'occupation totale. Totale. Il faut que les Français le sachent. Voilà. Donc après, si le peuple est uni et se rend bien compte du danger et ne se trompe pas d'ennemis, on a peut-être une chance si les gens continuent à se diviser. Mais effectivement, quand on voit les policiers tirer dans les yeux ou agir comme on l'a vu, c'est typiquement les méthodes du Mossad, c'est typiquement la manière dont le Mossad ou Tsahal s'en prend aux Palestiniens, c'est exactement la même chose. Et c'est terrible, mais c'est logique puisque la France est la nouvelle Jérusalem. On a laissé cette racaille, cette abjecte mafia sioniste prendre tout le contrôle. Par lâcheté, on n'a pas voulu donner un mot au mal de peur de se faire traiter d'antisémite ou je ne sais quoi. Et résultat, on est dans une situation absolument désespérée. Le seul espoir qui reste, c'est effectivement un éveil massif du peuple. Parce que quand vraiment le peuple est uni, ces gens-là sont très trouillards, il pourrait se passer quelque chose. Mais sinon, c'est sans espoir. Il n'y a plus que le peuple, ce ne sera pas des élections qui vont changer quoi que ce soit. Ça ne peut être qu'une pression très forte du peuple uni contre vraiment la nature du mal qui pourrait changer les choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la technique utilisée en France, elle est, je dirais, la même dans tous les pays de l'Europe. Euh, on peut même dire en première ligne aux États-Unis, puisque aux États-Unis, c'est l'IPAC qui Ouais. commande. L'IPAC, le Benemrit, tous ces groupements qui ont créé la Fed et finalement qui tiennent, je dirais, l'argent mondial, quoi. Et donc, Mmh. enfin, pour ma part, encore une fois, je te remercie d'intervenir sur les Sentinelles du Peuple, puisque tu connais encore une fois bien le système. Toi qui étais dans le système, aujourd'hui, quelle serait, c'est certainement une question compliquée, puis peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, mais euh, quelle serait, je dirais, la solution pour virer cette franc-maçonnerie, pour virer tous ces gens-là? Euh, Est-ce que ça doit forcément passer par la violence? Euh, Bah, on aimerait bien que ça passe pas par la violence, mais quand vous voyez, bah, avec le mouvement des Gilets jaunes, la répression qu'il y a, bah, vous vous dites bien que pacifiquement, parce qu'à chaque fois que le peuple demande ne serait-ce qu'un millième de ce qui lui est dû, il s'en prend plein la gueule. Donc à partir de là, je vois mal comment ça pourrait se passer pacifiquement, effectivement, malheureusement. donc aujourd'hui, bon, pour moi, ouais, enfin, j'entendais, c'était Lucien Cerise qui disait, de toute façon, il faudra passer par l'Élysée, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Oui, oui, je C'est suis d'accord avec Lucien, que je connais bien. D'ailleurs, je le salue s'il nous écoute. Je crois qu'il nous écoute, d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Je suis absolument d'accord. Et il faut une dissolution de l'Assemblée nationale et il faut des proportionnels à 100%. On ne peut pas parler d'une démocratie dans un pays où on n'a pas de proportionnel déjà. Mais même ça ne suffit pas. C'est juste une partie des choses. Il faut rétablir le crime de haute trahison
qui a été supprimé, évidemment, c'était sous Sarkozy. Des gens comme Meyer Habib n'ont absolument rien à faire en France, sont des agents du Mossad, des agents israéliens. Il y a une totale incompatibilité entre les intérêts français et les intérêts israéliens. Enfin, ça, c'est dans tous les pays, j'allais dire, normaux, ça se passe comme ça. On a des agents israéliens absolument partout en France, parmi les députés, parmi les ministres, dans la police, dans l'armée, c'est absolument impensable. Donc, il faut nettoyer tout ça, et pour ça, il faut que le peuple prenne conscience qu'il faut faire partir ces gens d'ici, et il faut rétablir le crime de haute trahison. Voilà, c'est tout. C'est le seul moyen. L'infiltration est allée si loin qu'on n'est plus dans un pays, on est dans un dépotoir cachère. Donc, il va bien falloir quand même que les gens appellent un chat et en prennent conscience. Ouais. Donc on est quand même dans une situation qui est... Est-ce que tu trouves la situation de 39-45 similaire à aujourd'hui, si je vais dans l'extrême? Il y a des similitudes, hormis le fait qu'on ne tue pas encore des gens dans la rue, on va pas encore les débusquer chez eux à grands coups de mitraillette, mais on est quand même dans un système très répressif. Aujourd'hui, on te met même la pression sur tes gosses, parce que là, j'ai vu des gilets jaunes qui ont fini au tribunal, et on les a menacés de leur retirer leurs gamins. Donc, ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour éviter que les gens sortent dans la rue, et notamment en crevant des yeux, en explosant des mains ou en matraquant je dirais des citoyens. Aujourd'hui, ils balancent vraiment la grosse artillerie aujourd'hui pour éviter que les gens sortent dans la rue. C'est-à-dire, on le sait, ils vont Voilà. jusqu'au mensonge en passant par la violence. Je veux dire, ils utilisent vraiment. D'ailleurs, c'est Soral qui dit ça, les leviers de la politique, comment dire, la violence. Comment il disait en tout cas, la violence en fait partie, quoi. Et je dirais que sans la violence, malheureusement, ils ne peuvent pas pratiquer la politique. Et nous, si on devait faire, je dirais, s'il devait y avoir une similitude, on doit finalement adopter les mêmes codes qu'eux, c'est-à-dire l'infiltration, s'infiltrer chez eux. Il y a forcément des gens qui sont haut placés, qui sont des gens comme toi, par exemple, qui est un artiste connu et reconnu, qui a pris la décision de quand même de se mettre en danger physiquement, de mettre sa carrière en France, je dirais, entre guillemets, quand même de côté, même si tu as des gens qui te suivent toujours. Mais disons que tu n'as pas le droit à la promotion, tu n'as plus le droit à tout ça. Tu es la preuve vivante qu'il y a une répression colossale en France où, dès que tu parles un peu, soit on te menace de finir en prison, soit on te menace par la répression, par la violence. Enfin, je veux dire, on est dans la France de Pinochet, finalement. Absolument. On est dans la France de Pinochet, la France de Netanyahou pour les Palestiniens. On est en Israël et on est les Palestiniens. Voilà, et ça commence à se voir. Les Français commencent à s'en rendre compte. Maintenant, tout dépendra de leur capacité d'union entre chrétiens et musulmans. Ce qui fait le plus peur à ces gens, au CRIF, à toute cette merde-là, c'est que les chrétiens et les musulmans se mettent ensemble. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette saloperie qui s'appelle le national-sionisme, pour essayer de mettre tout sur le dos des musulmans, comme si les musulmans de France voulaient nous convertir ou je ne sais quelle connerie. Bon. D'ailleurs, dans toute la France, il doit y avoir quoi? 4 mosquées qui posent problème, qui sont des mosquées wahhabites. Comme par hasard, elles ne sont pas fermées. Alors, très souvent, ce sont les musulmans eux-mêmes qui les dénoncent. Bon, mais elles sont financées. D'ailleurs, il faudra demander à M. Sarkozy, à M. Brice Hortefeux ce qu'ils en pensent, n'est-ce pas, quand des gens de Fethullah-Gulen venaient. Enfin, bref. Je sais de quoi je parle, mais on en reparlera plus tard de ça. Enfin, voilà, tout ça, c'est très clair. Donc, si jamais les chrétiens et les musulmans sont unis contre ce mal commun, alors là, ils ont des raisons de s'inquiéter. Mais s'ils parviennent à nous diviser, on n'a aucune chance. C'est toujours la même chose. Ça dépendra de la capacité de voir un peu plus loin et la capacité d'union du peuple. Et je crois que là, comme tout le peuple souffre, il y a peut-être une chance, mais on voit bien l'inimaginable violence dès lors que des gens manifestent même pacifiquement. Et donc, ça a en même temps éveillé chez le peuple la conscience de à quel point ils sont des esclaves et à quel point ils n'auront rien par j'allais dire, des manifestations classiques et calmes, quoi. Donc,
Non, C'est ça. Enfin, en tout cas, je crois que de plus en plus de gens commencent à comprendre où ils sont et commencent à comprendre ce qu'on dit depuis 10 ans, à savoir qu'on est une colonie israélienne, mais à un degré qui a tellement été sous-estimé que très peu de gens en sont, même encore aujourd'hui, conscients, malheureusement. Donc, de toute façon, le travail qu'on a à faire, tous autant qu'on est, c'est continuer, je dirais, bon, sur les sentinelles du peuple, les gens sont en règle générale éveillés, mais après, cette vidéo, elle est surtout destinée aux gens qui se posent beaucoup de questions et d'où viennent les problèmes, parce que aujourd'hui, on met le doigt sur la franc-maçonnerie, mais faut comprendre qui est derrière la franc-maçonnerie et comment ça fonctionne. On sait que, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que la franc-maçonnerie a organisé la Révolution française de 1789 et depuis cette période, la France est occupée par ces élites qui nous oppressent et qui nous amènent aujourd'hui là où on en est. Alors, on va nous dire oui, mais attends, t'exagères, il n'y a pas encore il y a pas encore de morts en France, on m'a dit une fois. Ben, je suis désolé, mais il y a des attentats terroristes, il y a des gens tous les samedis dans la rue, il y a des gens qui se font encore une fois crever des yeux, il y a des policiers qui sont quand même pas mal instrumentalisés. Ils mettent surtout des jeunes loups, parce que je connais aussi pas mal de forces de l'ordre de mon côté. Je sais qu'ils mettent pas mal de jeunes loups là-haut, qui sont bien motivés et qui doivent faire bonne figure auprès de leur hiérarchie, donc ils ont plutôt à y aller. Et puis surtout, ils ont aussi des circulaires qui sont totalement, qui restent, elles sont nullement écrites, hein, c'est-à-dire qu'on leur donne oralement. Et puis leur circulaire, c'est quoi? Bah, là, il va falloir que tu fasses, il faut qu'on crève un œil aujourd'hui, par exemple. Il y a une circulaire qui passe. Il y a des choses comme ça Ça s'appelle les qui techniques du Mossad. Hein, les techniques du Mossad, c'est ça. D'ailleurs, vous avez à Levallois-Perret un immeuble qu'on connaît bien, qui appartenait avant à la SAGEM, une société qui vendait des armes, et où vous avez tout le gratin de la police des polices qui travaille. Et là-dedans, justement, eh bien, c'est un de mes amis policiers au gradé qui me disait il n'y a plus que quoi. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que le Mossad, il n'y a plus que les juifs sionistes qui rentrent. On peut même plus rentrer dans les réunions importantes. C'est vraiment un état d'occupation total. Évidemment, le fait qu'il travaille encore lui interdit de rendre ça public, mais on en est là. Je veux dire, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Hein. Donc, voilà, c'est... Après... Donc, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important de comprendre et de savoir, et de ne pas vouloir, moi par exemple, je ne veux absolument pas que je devienne, que mes enfants soient les enfants de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que malheureusement, il faut que ce soit nous, pour éviter que ce soit nos gosses qui aillent au charbon, si tant est qu'ils puissent y aller, parce qu'on arrive aussi, on l'a souvent évoqué sur cette page, il y a aussi un degré de technologie très avancé qui est présent, notamment au niveau des puces RFID, au niveau des drones, au niveau de des caméras qui deviennent de plus en plus miniaturisées. Ils arrivent même aujourd'hui à faire des mouches avec des caméras. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et par rapport à ces technologies, quand on prend par exemple en Chine, où les gens sont filmés dans la rue et reconnus par caméra, bon, leur identité ressort tout de suite. En France, on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on va arriver à un tel degré de eux, ce qu'ils vont appeler la sécurité, mais nous, ce qu'on va appeler l'oppression, où on ne pourra absolument plus rien faire parce que dès qu'on bougera la moindre oreille, dès qu'on aura la moindre pensée déviante, déjà qu'ils savent comment on pense par rapport aux différents réseaux sociaux et ainsi de suite, donc ils sauront précisément où venir nous chercher, comment nous venir chercher et quels moyens de pression nous mettre. Et il est absolument. C'est d'ailleurs un des symboles. Bah, encore le nouveau, c'est la deuxième fois en quelques mois, le nouveau déjeuner de Macron avec Zuckerberg, le président de Facebook, justement. Tout ça, c'est pas gratuit, évidemment. On a aussi la preuve maintenant. Allô, tu es là? Oui, c'est bon. Allô? Ouais, je suis là. Ah, tu es là, voilà, parce que tu m'avais coupé.
Je disais, on a même la preuve que WhatsApp maintenant est totalement contrôlé par Israël. Et c'est sorti dans des magazines, hein, pas des magazines complotistes, puis c'était même le Nouvel Obs ou New York Times. Tout à Enfin, fait, il y ouais. a eu des articles dans la presse là-dessus. Bon, voilà, donc on est effectivement dans une situation où on sait qu'il faudra sans doute à l'avenir s'éloigner de ces technologies, mais il faut s'y préparer à vivre autrement, parce que entre tous les vaccins obligatoires pour nos enfants, les 14 vaccins, vous avez des pays où on a commencé à vous mettre une puce. Voilà, enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle la marque de la bête. Là, le 666 en cabale, c'est WWW. Hein, donc, Ouais, euh, tout à fait. voilà, donc on est vraiment là. Effectivement, ça fait très peur. Mais on est tous, de toute manière, on est tous fichés. Mais je veux dire, pas seulement pour des raisons politiques ou autres, mais euh, toutes les sociétés vendent leurs contacts à d'autres. Par exemple, on sait si tu manges du porc ou du mouton, ou si tu es végétarien, ou si tu bois du vin rouge ou du Coca-Cola, ou si tu préfères les chaussettes en laine. Ou, enfin, je veux dire, c'est terrifiant parce que tout se sait. Et d'ailleurs, tu as dû remarquer qu'on reçoit souvent des pubs ou des choses qui correspondent. À notre moyen à notre pensée, bien sûr. Ça bug. Ça va repartir. Bon, en tout cas, Toujours. ah, ça revient. Ouais, c'est bon. Je te retrouve. Je te retrouve. Voilà, enfin, en tout cas, c'est effectivement, c'est dramatique. Écoute, Stéphane, je vais te proposer qu'on arrête là parce que ça commence à bugger. Je pense que ce soir, on en a dit pas mal. On reviendra certainement sur un autre live. Ah, tu reviens, je te revois. Alors attends, je vais voir si je peux pas très. Voilà la technologie. Ah, attends, on va être réinvité. Ajouter. Dès qu'on parle technologie, tout de suite, hein, on est. Ah, ça y est, t'es revenu. Super. Ouais, je disais, dès qu'on parle technologie, ça y est, il commence à nous censurer, hein. Oui, Euh, ça se demandait, oui. c'est quand même dingue. Euh, est-ce que tu veux est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon sur je me rappelle, tu avais commenté un monument révolutionnaire de 1793, Bah, le 94, monument des droits de l'homme, oui, voilà, où quasiment où tout est en hébreu et nous voilà. parle du nouveau calendrier juif et de la date de la nouvelle domination juive, etc. J'ai parlé de ça et ça, évidemment, ça leur plaît pas, mais ça n'a jamais été, évidemment, ça peut pas être censuré ni rien parce que tout est prouvable pour le coup. Donc oui, et en plus, vous savez, comme on dit, ce qui est le plus gros, c'est ce qui passe le mieux. C'est-à-dire qu'évidemment, personne lit l'hébreu. Moi, j'ai appris, enfin, je parle pas, mais j'ai appris à lire les mots, etc., les mettre ensemble, avoir tout ça par justement en étudiant la Kabbale pour voir comment ils nous baisent, en gros. Et c'est absolument extraordinaire, c'est stupéfiant. Donc, il y a dans ce monument de la Révolution française que des symboles maçonniques des hauts grades et des textes en hébreu qui montrent que cette Révolution française, c'est la prise de pouvoir du peuple juif. Donc, voilà, c'est quand même assez énorme. Tout ça, c'est en plein Paris, bien visible, mais évidemment, la plupart des gens ne savent pas lire ces symboles-là, et ils voient en tout petit des espèces de chiures de mouches, ils ne savent même pas que c'est de l'hébreu. Donc, on a fait des gros plans, voilà, et il y a plein de choses comme ça. Plus c'est gros, plus ça passe, parce que il faut savoir que dans leur manière de faire, il faut toujours que ce soit signé. Il y a toujours une signature quelque part. Il faut que ça soit revendiqué. Il faut que ce soit voilà. Et donc il y a toujours quelque chose à trouver. Ça fait partie du système. C'est-à-dire qu'ils pensent en plus qu'on est tellement con que on va jamais s'en apercevoir. Malheureusement, c'est souvent vrai, puisque la plupart des gens s'en aperçoivent pas, mais ils n'ont pas été formés pour s'en apercevoir.
et moi, justement, c'est quand j'ai vu ce qu'était vraiment la franc-maçonnerie, parce qu'au départ, moi, bon, il y a plein d'artistes qui sont francs-maçons. C'était un ami un jour qui m'avait dit, oh, c'est assez philosophique, tu devrais aimer. Bon, j'avais refusé une première fois, la deuxième fois, je l'ai fait. Ça m'a intéressé un moment, même si je trouvais les rituels un peu bizarres. Et puis, le problème de la franc-maçonnerie, c'est qu'il y a, il y a 33 degrés. Donc, dans les premiers degrés, oui, c'est plutôt sympa. Il y a des gens bien. Il y a pas que des salopards. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, euh, par exemple, si tu es au premier degré, tu ne sais pas ce qui se passe au deuxième. Si tu es au deuxième, tu ne sais pas ce qui se passe au troisième. Si tu es au 18e, tu ne sais pas ce qui se passe au 19e. Donc, ce sont des couches parallèles. Et c'est simplement dans les hauts grades qu'on comprend le cancer que c'est et qui dirige quoi. Sinon, c'est quelque chose qui est très... la plupart des gens qui n'ont pas été là-dedans croient que tous les francs-maçons savent tout et s'échangent tout. C'est totalement faux. Il y a des grades et des degrés. Il y a des francs-maçons qui ne savent absolument rien de tout ça. Mais dans les hauts grades, on commence à se rendre compte ce qui se passe, qui tient quoi, qui fait quoi, où va l'argent de ça. On commence à se rendre compte que c'est non seulement violemment anticatholique, mais aussi, comment dirais-je, ultra-sioniste. Et on a le bénébérite qui est j'allais dire, qui est société maçonnique interdite aux non-juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui est au-dessus des derniers grades de la franc-maçonnerie classique. Alors, on nous parle de franc-maçonnerie universelle qui est censée être laïque au bon sens du terme, tolérante, etc. Et vous avez le bénébérite qui est une société maçonnique interdite aux non-juifs. Mais je veux dire, le racisme, il est où? C'est nous qui sommes racistes ou c'est eux? Il faudrait quand même savoir. Donc, je veux dire, le livre que j'ai écrit sur la franc-maçonnerie, justement, en reprenant des textes qui sont terribles, que j'ai trouvés dans les grades supérieurs de la franc-maçonnerie, montre justement l'extraordinaire racisme de cette élite, enfin de certains membres de cette élite juive sioniste. Et tout ça, on retrouve ça dans les rituels maçonniques. Tout ça a été prévu de longue date. Donc, à partir du moment où on le sait, on se dit que oui, effectivement, il faut fuir ça, il faudrait faire interdire ça. Alors, on va dire pétainiste, bah oui, bah, dans ce cas-là, oui, il faudrait faire interdire la franc-maçonnerie en Europe, absolument, oui, bien sûr. Parce que toi si tu avais voulu, je dirais, en tant que franc-maçon, accéder au bénévérite, c'était pas possible. Donc. Non, parce que je ne suis pas juif, mais de toute façon, je ne Ah. voulais pas accéder au bénébérite, mais Non, mais admettons. en étant initié à l'étranger, d'ailleurs, dans un haut grade, et c'est là que j'ai refusé ce grade et j'ai foutu le camp parce que ça me donnait envie de vomir. Je parle du 30e degré du rite écossais ancien et accepté, où on te met un couteau dans une main, il faut que tu poignardes symboliquement le roi, le pape, etc., cracher sur la croix. Enfin bon, c'est... Et bon, voilà. Mais avant d'arriver à ce degré, tu ne le sais pas, quoi. Et moi, comme j'ai Bien révélé ça, sûr. alors évidemment, ils m'en veulent beaucoup. Mais par Oui. contre, il y a beaucoup de francs-maçons qui sont des jeunes francs-maçons qui sont au deuxième ou même au troisième degré, qui ne savent absolument pas ça. Et qui sont de bonne foi en disant qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est ça la Moi, perversion c'est du de la fantasme. franc-maçonnerie. C'est que il faut avoir atteint un certain grade pour se rendre compte ce que c'est. Et un franc-maçon du troisième degré, même un jeune maître, s'il demande à un franc-maçon du 30e degré, mais qu'est-ce qui se passe dans ta loge? Ah, le type va lui dire tout de suite, ferme-la, c'est totalement interdit, il n'y a pas de communication. Il y a de communication entre les frères ou les sœurs d'un même degré. Et tant qu'on n'a pas vu ce qui se passe au-dessus, on ne peut pas comprendre à quel point c'est terrible, cette saloperie. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes francs-maçons qui disent mais ils nous racontent ça, tous. Mais ah oui, mais c'est ça, il faut qu'ils aillent voir. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en reprenant tous les rituels mot pour mot. D'ailleurs, j'ai jamais eu Comment il s'appelle ton livre? bah, tiens, voilà. C'est Ouais. voilà, Oui, oui, d'accord. franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, c'est chez Contre-Culture. Au départ, je l'avais écrit pour feu mon ami Emmanuel Ratier, et puis il est décédé, donc je l'ai donné à mon pote Soral, qu'il a édité chez Contre-Culture. Et voilà, et ça en a éveillé plus d'un, parce que c'est vraiment une bombe, quoi, ce livre. C'est des années de travail pour retrouver vraiment des rituels, des hauts grades, et pour faire le lien entre ce qui s'est passé pendant la Révolution française, ce qui s'est passé après, les liens justement entre le bénébérite, le Ku Klux Klan, tiens-toi bien, Ah oui, et le la Klux Klan, ouais. franc-maçonnerie, c'est absolument incroyable. Donc voilà, enfin, c'est un livre qui fait exploser tout ça. Ça leur a beaucoup fait peur. D'ailleurs, c'est très étrangement mon premier procès là,
collé aux fesses par la LICRA, ça a été 3-4 jours après la sortie de ce livre, hein, comme par hasard. Le livre venait de sortir 3 jours avant, je revenais de l'étranger, je fais une conférence au Théâtre de la Main d'Or, paf, le lendemain c'est parti, convocation de police, interrogatoire pour un livre, et voilà, puis ils n'ont pas attaqué le livre, hein, jamais, ils ne peuvent Ah bah non, pas. non, non, Ils ont surtout trouvé pas. un message qui leur plaisait pas sur Tout Facebook, à fait. un truc comme ça. Bon, et ça commence toujours de cette manière-là. En même temps, j'en suis très fier parce que ça montre que j'ai tapé où il fallait. Mais Et bon, puis surtout, ça montre qu'on est sur la bonne voie, quoi. Enfin, malheureusement, clairement. il faut qu'il y ait des exemples pour que les gens comprennent, quoi. Parce que s'il n'y a pas d'exemple, pour les gens, c'est du fantasme. Et toi, Stéphane Blais, tu es, je dirais, vraiment le parfait exemple de ce qui se passe en France. C'est pas comme si tu étais, je dirais, bon, on va dire le vendeur d'assurance, franc-mac, qui a un peu des relations. Tu vois, non, tu es, quand Je même n'avais pas un besoin. pianiste, je le dis, je le répète, mais je veux dire, tu es quand même un pianiste de haut rang, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Et donc, je veux dire, malheureusement, je veux dire, si on était dans une autre, on va dire, je vais pas prononcer le mot République parce que pour moi, le mot République, il me ramène, je dirais, à la même chose, hein, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, parce que pour moi, la République est née de la franc-maçonnerie. Je pense qu'on va être d'accord. Tout à fait. Mais je veux dire, si on était dans un autre aspect, on peut même dire dans une autre dimension, aujourd'hui, tu étais passé chez Jacques Martin, tu serais toujours, je dirais, sur le devant de la scène française, en tout cas, Ah bah attends, régulièrement, quoi. je vais même donner un petit message à cette espèce d'enfoiré de François Khalifa, le président du CRIF, là, il a écrit un article, en gros, où il traite Dieudonné d'acteur raté, de comique raté et moi de pianiste raté, etc. C'est intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à vous détruire, ils vous voilà. Donc en gros, c'est parce que Dieudonné n'est pas aimé du public qu'il fait ce qu'il fait. Bon, quand on sait qu'il est le comique le plus aimé de France, ça fait rire. Voilà. Alors Khalifa, voilà, je t'emmerde. Voilà, ça c'était les couvertures de magazines que je faisais absolument partout. On n'a pas besoin forcément de ne pas avoir réussi dans quelque chose pour s'en prendre à des fumiers comme toi. C'est tout le contraire. Ce qui t'embête, c'est justement quand des gens qui sont respectés dans leur métier et surtout dans la musique classique s'en prennent à toi parce que tu sais qu'il y en aura d'autres qui peuvent suivre le cas échéant. Voilà, donc je voulais juste lui faire un petit, on fait comme ça en Turquie, voilà. Et voilà, mais c'est toujours la même chose. Donc, Dieudonné est un acteur raté. Et maintenant, alors que ces gens que je fréquentais absolument pas, mais venaient sans doute à mes concerts avant, maintenant, évidemment, pour essayer de me discréditer, me font passer pour un musicien de merde. Enfin, voilà, comme Dieudonné serait un comique de merde, comme Soral serait un écrivain de merde. Enfin, c'est tout ce qu'ils trouvent à faire. C'est d'abord de t'ignorer, ensuite de te poursuivre, de te taper dessus, d'essayer de te ruiner, de te pourrir la vie. Et si tu résistes encore, de te discréditer par tous les moyens, par tous les mensonges, par toutes les calomnies, par tout ce qu'ils peuvent. C'est toujours les trois mêmes marches. Et voilà, c'est pas un hasard si Raymond Barre, que je connaissais bien, parlait de la mafia juive, de l'ignoble mafia juive, ce qui lui avait valu pas mal de problèmes. Mais enfin, il faut appeler un chat, ça ne concerne pas tous les juifs, loin de là, mais oui, il y a une mafia juive, comme il y a une mafia sicilienne. Quand on dit qu'il y a une mafia sicilienne, les Italiens t'en veulent pas. Voilà, mais cette mafia effrayante et violente et meurtrière, hein, d'assassins, je veux dire, la LDJ, Ligue de défense juive, une organisation terroriste qui est interdite même aux États-Unis et en Israël. Attention, on ne parle pas du Pakistan ou de l'Iran. Hein. Bon, elle a pignon sur rue en France où elle s'entraîne dans des au ministère de l'Intérieur. Cette garde de Marine Le Pen les prend comme garde du corps. Enfin, c'est absolument incroyable. Ces gens devraient être en prison. Bon, mais c'est nous qui sommes persécutés. Ils continuent de partager, ces gens-là, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, des appels au meurtre contre moi ou contre Soral en permanence. Évidemment, aucune poursuite. Les poursuites, c'est pour nous. Donc, je veux dire, c'est arrivé à un degré absolument hallucinant. Je veux dire, même en Israël, il n'y a pas ça. C'est dire. C'est ce que disait Shlomo Sand. Bon, il est évidemment pas aimé par tout le monde là-bas puisqu'il est antisioniste, mais il vit encore en Israël. Le gars, il arrive encore à donner des cours dans une
Il va revenir. Il va revenir. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà, revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé à nouveau. Voilà, donc en tout cas, voilà, on en est là et bon, je crois que les gens commencent à le voir. Il y a, Espérons que le peuple reste uni. il y a des gilets jaunes qui font un excellent boulot, d'ailleurs je vais les citer, c'est les gilets jaunes constituants qui sont sur cette ligne, qui, je dirais, dénoncent les choses. Bon, ils essayent de pas trop de mettre le pied dedans, mais disons qu'ils sont sur la bonne ligne, en tout cas, moi, ce que je constate tous les jours. Je les suis quand même, on va dire, de près. Donc, il y a quand même, on a quand même, il y a quand même de l'espoir, mais aujourd'hui, l'espoir, ça suffit pas. Il faut vraiment de l'organisation. Il faut, alors avec des il faut, on peut faire beaucoup de choses. On peut créer des montagnes, mais sans organisation, pas dire désorganisé, mais de l'organisation quand même. Et puis avec des gens unis et éveillés, on aura déjà fait un grand pas. Surtout que la France actuellement redevient, je dirais quelque part un peu le phare du monde parce que les gilets jaunes sont regardés dans le monde entier puisque Mmh. cette oppression, elle est quand même présente dans de nombreux pays, enfin dans tous les pays où il y a les banques Rothschild, hein, on va pas, c'est clair. Mmh. Et d'autant plus d'ailleurs là où ils ne sont pas, hein, parce que là où ils ne sont pas, ils se font attaquer. Je pense à Ben la Corée voilà, du Nord, l'Iran, je pense, le Venezuela, et voilà. voilà, comme par hasard. Et donc aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est quand même, je dirais, quelque chose qui permet d'éveiller et de rassurer le reste du monde parce que les gens se disent, tiens, regarde, en France, les gens s'unissent. Et donc, c'est déjà un grand début. Bon, il y a quand même aujourd'hui 6 mois de travail, de ténacité des Gilets jaunes, de présence sur les manifestations. Même si on sait que ça mène pas nulle part, mais ça laisse quand même une certaine. Il y a quand même ça, enfin, ça me montre une certaine pression. Il y Ah, a de quand même toute des gens dans façon, la rue, il y a des gens ils ont redonné le mot honneur à la France et au peuple français qui était dans un état qu'on croyait vraiment même moribond, qui a avalé toutes les couleuvres. Ils ont redonné de la grandeur à leur pays, quoi. Et ça, de ouais. toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera dans l'histoire, mais on espère bien que ce ne sera pas seulement ça et que ça Alors, marchera tu sais, jusqu'au bout. rester dans l'histoire, je me pose beaucoup de questions. Oui, enfin, euh, je veux dire, Parce qu'aujourd'hui, on sait que les vainqueurs, ils écrivent toujours l'histoire. Et oui, si je oui. devais faire un petit parallèle, je te demanderais de vérifier ce que je suis en train de dire. Donc, l'info vient de Rock Soccer. J'ai vérifié aussi de mon côté. Aujourd'hui, il y a possibilité de vérifier. Euh, le mot France serait apparu sur les cartes de France à partir de 1693. Avant ça, c'était marqué Galilae, la Gaule, euh, mais pas la France. Ou alors quand c'est marqué la France en tout petit, un peu éparpillé dans la carte, ça dépend d'ailleurs des fois. Mais les en-têtes de ces cartes à la BNF, hein, c'est Galiae, la Gaule, mais la France a apparu à partir de 1693 ou 1694 sur les cartes. Et tu vérifieras ce que je te dis. Il y a possibilité de vérifier aujourd'hui sur Internet. Moi, j'ai vérifié de mon côté. Et force est de constater que c'est que j'ai pas trouvé de carte où c'était marqué la France avant celle de 1693. C'était marqué Galilée, la Gaule, ce genre de choses. On peut, on, Ouais, on peut on retrouver ça regardera sur ça. gallica.com. Après, c'est à vérifier, hein. Attention, je dis pas que j'ai raison. Je dis que si je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, quoi. Et Ah, en pour tout cas, répondre à bah, ce que ça, je on sait disais bien tout à que l'heure, c'est sont les les vainqueurs vainqueurs. qui écrivent l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que ça restera quand même un mouvement qui, voilà, comment on en parlera, ça, on ne sait pas, effectivement. On nous dira peut-être que oui,
terribles nazis avaient investi les rues. Tout est possible, hein. Mais je crois quand même que maintenant, avec Internet et avec la manière dont se diffuse quand même un certain nombre de vérités qu'on ne peut plus cacher sur la violence fanatique, la folie et la haine des sionistes et sur leur massacre à peu près partout dans le monde, ils auront du mal à faire rentrer, j'allais dire, dans l'histoire, en tout cas, qui sera retenue plus tard, ils auront beaucoup plus de mal à faire rentrer leurs éternels mensonges. Donc, je crois que ce sera plus difficile. C'est un petit peu toujours le problème. C'est eux qui tiennent les rênes de tout, de Facebook, du reste, etc. Mais en même temps, ça a donné une possibilité au peuple de s'exprimer, ça a donné une possibilité de voir des choses qui se passent en direct, d'avoir un autre regard sur les choses sans passer par Madame Christine O'Krent, Madame Anne Sinclair ou encore voilà, Madame Houtel-Krief ou toujours les mêmes. Donc voilà, je crois que les gens voient de plus en plus. D'ailleurs, qu'on soit en France ou à l'étranger, je veux dire là, en Turquie, 99% des gens sont radicalement antisionistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des sionistes, mais en tout cas, ils sont plus discrets. Cela dit, il y en a aussi. Mais je veux dire, la Turquie est un pays qui connaît parfaitement le poison du sionisme, puisque Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, avait essayé de soudoyer le sultan, de prendre ses terres, a fait des choses terribles ici. Donc, ils savent très bien ce que c'est que le sabataïsme et ce que c'est que le sionisme. Là-dessus, ils ont une longueur d'avance sur la France, où finalement, si mon pote Soral n'avait pas commencé à parler de ça il y a plus de 10 ans, on pouvait demander dans la rue à n'importe qui qu'est-ce que c'est que le sionisme. Je veux dire, personne ne pouvait répondre, quoi. Personne ne connaissait, bien sûr. Personne ne connaissait. Et d'ailleurs, si on creuse un peu, si on devait parler bon, ça, c'est information de Pierre Hillard. J'ai regardé ce que c'était que les Domnais. Ah oui, c'est ça, les sabataïstes, les juifs faussement convertis, mais qui travaillent toujours pour le Grand Israël. Ouais. Comme les Maranes en France, en fait, c'est le même système. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, Stéphane, je crois qu'on va arrêter là. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour toutes ces informations données, pour l'éveil que tu peux donner, que tu as pu nous donner en tout cas, les informations transmises, enfin, tout ce que tu as pu nous conter. Et puis, en tout cas, si ça sera avec un grand plaisir pour une prochaine vidéo. On n'a pas parlé de Notre-Dame de Paris, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Donc, tu es le bienvenu, en tout cas, sur les Sentinelles du Peuple. À savoir, et ça, je le dis à chaque fin de vidéo, j'ai appelé cette page les Sentinelles du Peuple parce que vous êtes les Sentinelles du Peuple. Stéphane Blette, tu es une sentinelle du peuple. Je veux dire, les sentinelles du peuple, c'est ce que tu es en train de faire, dénoncer des choses réelles sans que ce soit biaisé. Et en plus, l'avantage qu'on a, encore une fois avec toi, c'est que tu connais bien le système, puisque tu en es victime, acteur, et tu as été dedans, et je dirais assez loin. Donc, et ça, c'est des informations pour je dirais, des personnes comme nous qui sont, on va dire, lambda, très importantes pour qu'on sache dans quelle direction prendre, en tout cas. Voilà, En tout Stéphane. cas, à tous les gilets jaunes, à tous ceux qui se battent de tout cœur, bonne chance et c'est tout ce que je peux dire. Personne ne peut parler en leur nom, ni moi, ni personne. Ils sont justement ce qui fait leur force, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas un représentant, ils ne doivent pas en avoir. Ils peuvent s'organiser, bien sûr, et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est ce qui empêche le pouvoir en place d'arriver, c'est ce qui les empêche de les récupérer parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, et ça, c'est très bien. Voilà, il faut que les jeunes, les personnes âgées, les catholiques, les musulmans, les gens qui travaillent, les gens au chômage, les gens de gauche, les gens de droite, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Il faut que tout le monde sorte, il faut que tout le monde fasse reconnaître ses droits pour eux-mêmes et puis pour leurs enfants quand même, parce que qu'est-ce qu'ils vont prendre dans la gueule si on n'y arrive pas? Voilà. Donc à tous. On est peut-être la génération du sauvetage de la France, en espérant. Eh ben, espérons-le, en tout cas, au moins pour nos enfants, quoi. Voilà. Merci Stéphane, en tout cas. Merci pour Merci à tout et à très toi bientôt. et salut à C'est tous. sympa. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Salut.